Nous sommes en 1970. Thomas Sankara, le jeune sous-officier qui lit beaucoup, commence à s'intéresser à la chose politique. Encore une fois, hasard de calendrier, il va assister à une autre révolution partie toujours de la rue qui installe une autre armée au pouvoir, celle de Madagascar. Nous sommes en 1972. L'université Charles de Gaulle à Tananarive. Depuis la mi-avril, les étudiants appuyés par les lycéens sont en grève. Dans la nuit du 11 au 12 mai, le président Dziran choisit l'épreuve de force. Il fait arrêter et transférer dans l'île Bagne de Nosilav près de 400 étudiants. Dès le lendemain, étudiants et lycéens descendent de l'université pour manifester au centre de la ville. Ils veulent la révision des accords de coopération avec la France et tout particulièrement la réforme et la malgachisation de l'enseignement. Ils estiment que cet enseignement, fidèlement copié sur ce qui se fait en France, est inadapté aux besoins réels de Madagascar. Place de l'Indépendance, les FRS, les forces républicaines de sécurité composées d'hommes de la côte, la garde prétorienne du président Dziran, ouvrent le feu. Ce document d'amateur est le seul document filmé de la fusillade qui fera, dit-on, 34 morts. Cette révolution, Thomas Sankara la vit de loin. Pour l'instant, il se consacre à sa formation. Il gagne ses galons d'officier, puis se spécialise dans les troupes aéroportées. Il effectue également des stages à l'école des parachutistes de Pau et à l'école des instructeurs parachutistes de Rabat, au Maroc, où il partage la même chambrée avec un certain Blaise Compaoré. Mais un événement va rapidement faire connaître le jeune capitaine de ses compatriotes. Un événement violent. Une guerre qui oppose son pays à son voisin, le Mali, de Moussa Traoré. La bande d'Agacher, long de 160 km et large de 20 km, a la réputation d'être riche en minerais. Le Mali et la Haute-Volta se disputent la possession de ce territoire. Alors que le Mali, plus puissamment armé, est en passe de mettre en déroute les forces voltaïques, le jeune officier galvanise son unité, prend la tête de sa troupe et réalise une fulgurante contre-attaque dans le secteur de la mare de Soum, prenant même pied en territoire malien. Les deux camps crient « victoire ». L'honneur, si important en pays sahélien, est sauf. Et la nation burkinabé reste profondément reconnaissante à celui qu'elle va ériger en héros. Le jeune officier a seulement 20 ans. Il est désormais connu de tout le pays. L'armée lui est reconnaissante. Elle va même lui offrir l'occasion de créer son unité. C'est Thomas qui l'a créé avec la Misana, le SNEC. On a créé une unité pour donner à un jeune officier là qui semblait un peu, bon, on nous avait déjà ciblé, et lui particulièrement, comme surtout il venait de Madagascar. Donc on lui confie une unité, bon, et puis finalement il a montré qu'il était compétent. Et il a fait même de cette unité-là une unité valable, de commando. Et il a même profité de ses compétences de guideur d'hommes-là pour en faire de Pau une cité viable. Avec cette unité d'élite de Pau, commence l'ascension fulgurante du jeune officier passionné de lecture politique. À 20 ans à peine, on lui a donc confié la création d'une unité d'élite, l'unité des commandos de Pau. Thomas Sankara va donc poser pendant quelque temps son baluchon dans cette ville de Haute-Volta où très rapidement il séduit. Si depuis 20 ans, chaque week-end les femmes puisaient de l'eau comme elles le font, il y a longtemps que nous aurions rempli 20 barrages à Pau. En vous mettant à la tâche, vous avez décidé de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de transformer la réalité de cette ville de Pau. C'était autour d'un puits dans mon quartier natal, qu'on a appelé le puits UNESCO, parce qu'il était doté par l'UNESCO aux femmes, quand l'UNESCO introduisait donc la notion de l'émancipation de la femme. Et ma maman était présidente du groupement des femmes. Et à cette époque, ils ont posé la question de la crucialité d'eau. Par leur dynamisme, l'UNESCO a consenti leur offrir un puits. Puis les militaires sont arrivés. Quand ils arrivent, c'était la terreur. Pour prendre l'eau, ils ne savent pas respecter la ligne, ils ne savent pas respecter l'ordre et personne n'est respecté. Alors, il y a eu une révolte du quartier. Et Sankara est venu un jour, il a tenu un discours conciliant. Et ces termes, je suis votre fils, ces militaires sont vos fils. C'est impensable que vous leur refusiez de l'eau.
Mais c'est encore inadmissible qu'ils viennent vous forcer la main pour prendre votre eau parce que le puits est d'abord le vôtre. Et ce jour, il a mis de l'ordre. Et dorénavant, chaque militaire arrive, il s'aligne, il attend son tour, même si c'est la citerne. Dès qu'il se passe un événement malheureux ou heureux, Sankara et ses hommes étaient présents. Parce qu'il y a un cas de décès, les militaires retroussent les manches, ils creusent la tombe avec tout le monde. Donc il avait instauré cette sorte d'intégration et de convivialité militaire-population civile. Thomas Sankara est désormais un notable, un enfant de la cité de Pau. Il a une base, mais il continue de se former. Il effectue des stages en France et au Maroc. Même s'il a toujours démenti appartenir à des organisations communistes, il s'intéresse de très près aux théories, à l'idéologie marxiste. Il lit Karl Marx et toute la littérature communiste et révolutionnaire. Cheikh Anta Diop, Léopold Sédar Senghor, Sembène Ousmane, Birago Diop, Bernard Dadier, Mongo Betty. Il se frotte à tous ces intellectuels qui se passionnent pour cette idéologie. Il traîne dans les librairies dites marxistes, notamment les Herbes sauvages au quartier latin. Il rencontre de nombreux compatriotes étudiants en particulier et des membres de l'organisation communiste voltaïque comme Basile Guissou ou Valère Sommet. En 1978, pendant qu'il est en stage au Maroc, il fugue à plusieurs reprises jusqu'à quand il va rendre visite à Mariam Serme, sa fiancée. Mais il en profite aussi toujours pour assister clandestinement à des réunions d'étudiants. Il faut dire qu'il appartient également à une organisation clandestine de jeunes officiers un peu excédés par les pratiques de leurs supérieurs. Un certain mystérieux Roch. Nous avions des difficultés vis-à-vis des anciens officiers. Tout à fait simplement et matériellement. Moi, j'ai une voiture qui ne marche pas, qui est en panne. Et plutôt que de me changer un carburateur, on va acheter 2 batteries pour la voiture la 3e voiture d'un officier, etc. Donc, au départ, on s'est dit, il faut qu'on se regroupe pour s'entraider, pour bien lutter contre ces vieux-là. De plus en plus, on s'est amené à dire, bon, il y a des soldats, des sous-officiers qui sont sous nous, leurs conditions sont déplorables, l'habillement, la soupe, tout cela. Et mot d'ordre a été donné aux jeunes officiers de bien voir la troupe, de bien voir comment les éléments ils se nourrissent et comment ils sont habillés. Donc, de plus en plus, on s'est amené à vouloir défendre le faible. Et c'est dans ce cadre qu'il y a eu une grande grève en 75. Et nous, jeunes officiers, on s'est donné le mot d'ordre de ne pas tirer sur la foule si jamais l'ordre nous en était donné. Et c'est à ce moment qu'on s'est dit, bon, tiens, tant qu'à faire, il faut que on s'apprête un jour à prendre le pouvoir. Mais sans précipitation, sans calcul, et il faut que nous nous formions. Faire le pam-pam-pam, prendre le pouvoir, c'est peut-être pas très difficile, mais gérer le pouvoir, c'est difficile. La hiérarchie militaire à Ouagadougou n'est pas dupe. Elle se méfie de cet officier un peu turbulent qui n'en fait qu'à sa tête, qui marque très souvent sa différence et dont la popularité dans sa ville de Pau grandit chaque jour. Haute-Volta, un des sols les plus arides de l'Afrique, mais l'un des plus peuplés, 5 millions d'habitants. Donc l'un des plus bas niveaux de vie du monde, pour un peuple particulièrement dur à la peine et courageux. Les voltaïques sont tous cultivateurs, depuis le président jusqu'au dernier chauffeur, si je veux parler des salariés. Je n'irai pas jusqu'à vous raconter des histoires, mais cette année, j'ai eu à consulter quelques vieux pour leur demander qu'est-ce qu'ils font pour qu'il pleuve, parce que vous savez, les pluies ont été tardives cette année, nous avons eu véritablement des pluies au mois de juillet. On a essayé de penser un peu aux ancêtres, c'était normal. Vous voyez jusqu'à quel point ça peut être un drame. Et les ancêtres ont fait pleuvoir. Ah ben, on croit. Peuple voltaïque, nous, comité militaire de redressement pour le progrès national, proclamons, premièrement, la Constitution du 13 décembre 1977 est suspendue. Deuxièmement,
responsable associant toutes les forces vives de la nation sont mises en place. Troisièmement, le gouvernement est démis de ses fonctions. Un gouvernement de redressement et de progrès national sera mis en place. Quatrièmement, en attendant la mise en place du gouvernement, le comité militaire de redressement pour le progrès national assurera. Ironie de l'histoire, en cette matinée du 25 novembre 1980, Aboubacar Sangoulé Lamizana, 14 années après avoir déposé Maurice Yaméogo, le premier président de la Haute-Volta indépendante, est à son tour renversé par un officier après une autre grève initiée encore une fois par les puissants syndicats. Le putsch se déroule sans effusion de sang. Lamizana se rend sans coup férir et est placé sous surveillance dans la résidence officielle qu'il occupe depuis son arrivée au pouvoir. Le chef du comité militaire de redressement pour le progrès national, le CMRPN, qui vient de se constituer, explique que le renversement du général Lamizana a été rendu nécessaire par la situation politique et économique du pays, caractérisée, je cite, par la dégradation du climat social et de tous les secteurs de la vie nationale. Il promet par ailleurs de mettre fin à la corruption et de redresser l'économie. Il faut reconnaître que le coup d'État intervient dans un contexte de crise à tous les niveaux de la société. Au niveau économique, la Haute-Volta, dont le produit intérieur brut repose quasi exclusivement sur le secteur agricole, souffre en cette année 1980 d'une grave sécheresse qui brûle les cultures. Sur place, l'armée voltaïque distribue les vivres. Les habitants s'agglutinent sur la place pour prendre leur ticket de distribution, puis ensuite ils vont à l'entrepôt toucher leurs rations. Suivant qu'ils ont une famille nombreuse ou non, ils reçoivent 1 ou 2 sacs de mil ou de sorgho pour 1 mois. Ceux qui peuvent venir chaque jour récoltent quelques poignées de farine dans leur calebasse. Certains attendent la journée entière, se disputent parfois pour une poignée de graines. Ils sont des milliers à piétiner des heures par une chaleur de 45 à 48 degrés à l'ombre. L'un des graves problèmes de la Haute-Volta est l'invasion. Invasion pacifique, certes, mais invasion quand même des Maliens qui, eux-mêmes, poussés par la faim et la soif, sont descendus vers la Haute-Volta dans l'espoir de trouver un peu d'eau et de nourriture. Mais cet apport d'étrangers dans une région où voltaïques et maliens connaissent déjà un différend frontalier crée un problème politique qui vient s'ajouter au problème de survie. Sur le plan politique aussi, le népotisme et la personnalisation de la vie des partis étaient devenus des phénomènes tels qu'ils empêchaient une gestion saine des affaires du pays. Le putsch est donc plutôt bien accueilli par les populations. Même le cardinal Zungrana, archevêque de Ouagadougou, parle de providence divine. Césaire-Beau constitue son équipe et appelle au gouvernement le capitaine Thomas Sankara. Il lui propose la fonction de secrétaire d'État à la présidence chargé de l'information. Le jeune officier n'est absolument pas intéressé par cette proposition qu'il perçoit comme une façon de le neutraliser, de l'avoir à l'œil. Mais sous la pression, il est obligé de l'accepter.